Donc, nous continuons notre cours qui a été débuté déjà hier, le cours sur les techniques avancées en obstétrique. Hier, nous avons abordé des notions comme l'épreuve de travail et l'épreuve de cicatrice. On avait fait de rappeler la différence entre les deux en disant que l'épreuve du travail consistait à donner à une femme une chance de, de voir si son bassin, n'est-ce pas, peut permettre un accouchement par voie basse, l'épreuve de travail qui est encore appelée épreuve du bassin. Et on a vu en réalité que l'épreuve du travail était effectivement mis en branle grâce à la mécanique obstétricale qui se fait en trois grandes étapes. Non, pardon, à travers les trois grands P. Le premier P qui est la puissance, le deuxième P qui est le passage, le dernier P qui est le passager. Ce sont les trois P qui définissent la mécanique obstétricale. On a bien fait de revoir les différents stades du travail hier. On avait parlé euh, des trois grands stades du travail en vous rappelant que le premier stade du travail est encore appelé le stade de l'effacement et de la dilatation. On a vu que le deuxième stade était celui de l'expulsion et le troisième stade était celui de la délivrance. Et on a rappelé également que le fœtus, n'est-ce pas, devait s'engager dans l'axe occipito-iliaque une fois qu'il était à terme, devait s'engager dans l'axe, dans l'un des axes obliques, soit gauche, soit droit, pour passer à travers l'excavation pelvienne et évoluer pour être expulsé. On a également vu que pour qu'on décide de faire une épreuve du travail, il va donc effectivement falloir qu'on se rassure que... Oh, excusez-moi un peu. Donc, nous parlions des différents rappels qui ont été abordés la dernière fois. Vous m'excusez, mon réseau a un petit souci. Donc, voilà, on voyait les différents euh, rappels. On a parlé des méthodes d'induction du travail, des méthodes d'induction artificielle du travail. Et on avait effectivement rappelé euh, que l'induction consistait à déclencher de manière artificielle, à donner de manière artificielle à une dame les contractions pour l'aider à accoucher son enfant par voie basse. Il fallait dilater son col à travers les contractions utérines également. On a vu les différents moyens d'induction du travail, on a parlé des moyens mécaniques, on a parlé des moyens médicamenteux. Dans les moyens mécaniques, on avait parlé de la sonde, l'utilisation des sondes d'induction, en spécifiant qu'il y avait au moins deux grands types de sondes, sinon plusieurs autres. On avait vu qu'on pouvait avoir la myotomie, qui est généralement couplée avec l'ocytocine. On a vu qu'on pouvait également avoir le décollement des membranes. Dans les moyens médicamenteux, on a vu qu'il y avait deux grands types de moyens médicamenteux pour être utilisés. C'était les prostaglandines de type 2, notamment le dinoprostone, et également les prostaglandines de type 1, le misoprostol, mais qui, dans notre contexte, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour être utilisé en cas d'induction du travail. Donc, on a dit justement que le choix d'une méthode d'induction dépend de l'état de maturité du col. L'état de maturité du col étant évalué à travers le score de Bishop, qui est un score coté sur 13, basé sur 5 éléments, en sachant qu'on a 3 éléments cotés sur 3 et 2 éléments cotés sur 2, ça fait un score de 13. Chaque fois que le score de Bishop sera supérieur ou égal à 7, on dira que le score de Bishop, il est favorable. Ça voudrait dire que le col, il est mature. Il peut facilement répondre à l'oxytocine. Et alors que si le score de Bishop était inférieur à 7, ça voudrait dire que le col, en réalité en question, il est immature. Il faut d'abord le maturer. On avait justement vu que pour la maturation, il faut choisir surtout un moyen mécanique ou encore des prostaglandines pour maturer le col. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre cours en parlant de l'épisiotomie. On parlera également peut-être des méthodes des accouchements instrumentaux et on va aborder également la césarienne, je le crois bien, ce sera possible pour aujourd'hui.
L'épisiotomie qui pour vous est un gros rappel, vous en avez vu essentiellement pendant les stages, on en a fait, on en a parlé lors des séminaires à la maternité. L'incision, l'épisiotomie, en réalité, c'est un geste chirurgical. C'est toujours bien de le comprendre comme ça. C'est un geste chirurgical qu'on fait sur le périnée. On le fait on le fait sur le périnée au moment de l'accouchement. Le but ici étant d'éviter d'avoir des déchirures qui peuvent être intempestives. Maintenant, je voudrais préciser que dans des nouvelles recommandations, c'est le cas en France, on fait de moins en moins l'épisiotomie parce on s'est rendu compte qu'à travers l'épisiotomie, qui correspond en réalité à une déchirure du deuxième degré, il ne permet toujours pas d'éviter ces grosses déchirures invalidantes-là. Mais dans notre contexte, comme au Cameroun et tout, on en fait encore pas mal d'épisiotomies. On a là une étudiante de troisième année qui travaille dessus. On aura des résultats qui vont nous aider à décider, n'est-ce pas, à un moment donné. Mais sinon, c'est un geste chirurgical qui est fait de manière volontaire sur le périnée au moment de l'expulsion pour réduire le risque d'avoir des déchirures. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'une patiente a un accouchement par voie basse, une patiente peut avoir un accouchement normal par voie basse avec épisiotomie. Alors qu'à chaque fois qu'il y aura une déchirure, l'accouchement ne peut pas être normal. S'il y a une déchirure, on dirait que c'est un accouchement par voie basse compliqué d'une déchirure. On parle d'un accouchement par voie basse compliqué d'une déchirure. Alors qu'à côté, si on a fait l'épisiotomie avec un poids fœtal à 3,4 kg, pas d'hémorragie et tout le reste, on peut dire effectivement qu'on a eu un accouchement normal par voie basse avec épisiotomie. Alors, les indications de l'épisiotomie consistent surtout dans la prévention des déchirures périnéales complètes, parce qu'on en a peur. Les déchirures du périnée, je pense que vous en avez vu, je pense qu'on vous en a parlé sûrement dans un des cours. Sinon, souvent on parle d'épisiotomie en même temps qu'on parle des déchirures. Dans le but, parce qu'on sait que les déchirures sont classées en plusieurs grades. On a la classification anglo-saxonne et la classification française. La classification française utilise trois grands groupes de comment je vais, 3 degrés de déchirure. Le 1, le type de degré du premier degré qui consiste en une lésion de la peau et des muqueuses, les déchirures du deuxième degré qui correspondent à une déchirure du premier degré, donc peau et muqueuse, plus les muscles du périnée. Il s'agit essentiellement du bulbo caverneux et voilà, et il y en a deux, il y en a deux, et du transverse, je crois, un truc comme ça. Ensuite, on aura les déchirures du troisième degré, qui sont les déchirures du deuxième degré, associées à une déchirure du sphincter, à une déchirure ouais, du sphincter anal. Le, le quatrième degré, c'est qu'on appelle encore le périnée complet compliqué. Le troisième degré est appelé un périnée complet. Le quatrième degré est appelé un périnée complet compliqué. Ce sont des déchirures qui, en plus du troisième degré, vont intéresser également la déchirure de la muqueuse rectale. Donc, dans le troisième degré, c'est uniquement le sphincter anal qui est déchiré, sans atteinte de la muqueuse. La muqueuse, elle est intacte. Dans le quatrième degré, on a carrément une atteinte du rectum, non, de la muqueuse anale. Voilà. Ça revient à dire que lorsqu'on fait une épisiotomie, il faut couper jusqu'au muscle bulbo-caverneux pour faire en réalité la déchirure du deuxième degré. Le but ici étant, parce qu'on se dit, si on laisse cette dame, elle risque d'avoir un périnée complet compliqué, donc une déchirure du troisième degré au moins, ou un quatrième degré. On va se dire, bon, faisons un épisio pour limiter. Maintenant, si les gens ne sont pas vraiment entraînés, ils n'ont pas l'habitude, en allant couper, si vous faites mal, vous pouvez plutôt justement créer un quatrième degré avec votre épisiotomie. Donc, l'autre but, c'est la prévention des troubles périnéaux. C'est en cas de prématurité, parce qu'on se dit que lorsque l'enfant est prématuré, on a peur d'avoir des traumatismes sur le plan cérébral. Lorsqu'il va traverser la filière, on peut faire une épisiotomie hein, sur un prématuré pour qu'il sorte plus facilement.
Lorsqu'on veut faire les manœuvres obstétricales ou les extractions instrumentales comme la ventouse, comme le forceps, certaines études disaient qu'on pouvait faire une épisiotomie pour avoir plus d'espace, même si ce n'est pas toujours nécessaire. Ceux qui m'ont vu faire les épisios, donc ceux qui m'ont vu faire des ventouses, par exemple, je n'ai jamais fait une épisiotomie parce que je voulais faire la ventouse. Je peux faire la ventouse et au cours de la ventouse, je me rends compte que je n'ai pas assez de passage. Je commence à avoir des signes de craquement qui vont me faire faire l'épisiotomie. Mais je ne peux pas faire l'épisiotomie d'emblée parce que je veux faire la ventouse. Et en même temps, si on a des accouchements dystociques, dans les présentations de la face, dans les présentations, on a un grand diamètre qui est présenté, on peut quand même faire l'épisio pour avoir un peu plus d'espace. Mon inconvénient, justement, c'est que en faisant l'épisiotomie, on n'évite pas toujours la déchirure du périnée. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Le but, c'est d'éviter la déchirure. Mais on se rend compte que dans quelques cas, on fait l'épisio, il y a quand même la déchirure. Il y a un risque de saignement, surtout si vous coupez très tôt. Idéalement, on est censé couper le périnée pendant une contraction, pendant que le périnée est vraiment tendu. OK? Et à ce moment, si on fait une section à ce moment précis, il y a très peu de risque de saignement ou le saignement est très minime. Mais si vous coupez lorsqu'il n'y a pas eu cette grosse tension au niveau du périnée, ça va saigner. Parce que vous avez coupé des muscles qui ont tous les vaisseaux tendus et, à l'intérieur, et du coup, ça va quand même pisser pas mal de sang. Si vous ne réparez pas bien l'épisiotomie, vous pourrez avoir des risques avec des cicatrices inesthétiques, des douleurs qui vont arriver après dans le postpartum, des dyspareunies et tout, des surinfections et tout ça. Alors, la technique de réalisation de l'épisiotomie, bon, je l'ai décrit là devant, ouais, je l'ai décrit. Bon, donc en réalité, déjà, je voulais que vous compreniez qu'il y a deux façons de faire. Pour ceux qui m'ont souvent vu lorsque je fais une épisiotomie, moi, la plupart du temps, je préfère faire l'épisiotomie avec anesthésie pour réduire la douleur. Et du coup, l'anesthésie que je vais infiltrer pour réaliser mon épisiotomie va également me servir à réparer, généralement à la suite. Maintenant, sinon, on peut également le faire sans anesthésie, mais je trouve que c'est toujours quand même traumatisant. On note qu'il y a différents sièges d'épisiotomie. Il y a l'épisiotomie latérale, il y a l'épisiotomie médio-latérale, il y a l'épisiotomie médiale qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas faire dans notre contexte. Dans le contexte américain, ils en font beaucoup, mais justement, ils sont capacités par rapport à ça. Parce que vous voyez, lorsque vous coupez ce petit segment-là, qui mesure souvent en moyenne 3 cm, ça peut aller jusqu'à 4. Mais si vous coupez et vous ne le faites pas bien, tout de suite, vous coupez la muqueuse anale. Hein. Tout de suite, vous avez une déchirure qui est prolongée dans l'anus. Et ça vous met très mal à l'aise, en fait, après, pour la réparation. Donc, il faut vraiment privilégier soit l'épisiotomie latérale ou la médio-latérale. En sachant que ce soit l'un ou l'autre, on ira de la fourchette vaginale. Et si on décide d'infiltrer de la xylocaïne, voilà un peu, bon, là, on voit la technique en avant. Donc, en réalité, quand vous regardez ces ciseaux-ci, par exemple, c'est pas un ciseau adapté hein, pour l'épisiotomie. Là, on est vraiment sur la photo. Je voudrais que vous le voyez comme ça. Mais idéalement, il y a un ciseau qui est adapté pour l'épisiotomie. C'est un ciseau qui a un bout plat. Son bout est plat. Ok, ça permet de limiter le risque de lésion. Ça permet de limiter le- Donc, lorsqu'on décide de faire euh, l'épisio, il faut avoir le ciseau adapté. Vous allez généralement introduire deux de vos doigts à l'intérieur. C'est souvent l'index et le médius de la main gauche si vous êtes droitier. Vous vous introduisez dans la main gauche entre le périnée et la présentation. Le but étant de protéger surtout la présentation fœtale. Et ensuite, vous introduisez dans le ciseau. Les ciseaux sont placés de manière ouverte de part et d'autre du périnée. Et on appuie en arrière sur le périnée. On va Il faut vraiment couper. Souvent, il y a des gens qui viennent couper 1 centimètre. On se dit, bon, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en fait? Mais il faut vraiment couper. On vous dit, le premier coup, on doit sectionner le vagin sur environ 3 à 4 centimètres.
selon l'incision qui va partir de la fourchette et qui va se diriger environ à 45 degrés en arrière. Et ensuite, on fera un deuxième coup qui est nécessaire pour couper les faisceaux du muscle puborectal. Ça, c'est important. Sinon, au final, vous ne faites pas d'épisiotomie. Et c'est dans ce cas, généralement, qu'on va se retrouver après avec des complications qu'on voulait éviter, juste parce qu'on n'a pas coupé au bon endroit. Et du coup, en réalité, votre épisiotomie n'a servi qu'à rien, quoi. Donc, c'est un peu ça le projet ici, c'est d'éviter de couper pour rien. Il faut aussi, on décide de faire l'épisio, qu'on le fasse vraiment. Alors, donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît, et je vous reviens. Excusez-moi vraiment, j'ai quelques urgences avec l'hôpital. Je suis appelé un peu de temps en temps. Bon, voilà. Donc, voilà. Non, les gens qui disent qu'ils n'entendent rien, je pense que c'est... Non, c'est pas le réseau. C'est pas le réseau. Alors, comme on disait tantôt, pour réparer dans l'épisiotomie, elle est faite sous une anesthésie. Vraiment, c'est comme les déchirures. Dès lors une patiente a une déchirure ou que vous avez fait une épisiotomie, mettez toujours de manière systématique l'asilocaïne pour réparer. Ça ne sert à rien de venir prendre le périnée d'une dame et de le réparer comme ça à vif. Ça ne vous plairait pas à vous qu'on le fasse comme ça chez vous. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas ainsi à des patientes, quoi. Donc, si une patiente a une déchirure, prenez vraiment, vraiment la peine de mettre une anesthésie en place pour le réparer. Non, dans la réparation, on a deux grandes techniques, sinon plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle la réparation avec un seul fil, c'est la technique de un fil, un nœud. On met un seul fil, un nœud au début, et on ne va plus mettre de nœud jusqu'à la fin. Ça, c'est difficile de vous expliquer comme ça, de manière à l'audio, même en vidéo. C'est un truc qui doit être vu en réalité pour. Mais ceux qui ont été avec moi quelquefois,
où on a fait des épisiotomies, j'ai d'ailleurs le pratiquer ici les techniques de un fil, un nœud. Donc, c'est une technique qui va utiliser un fil généralement 2-0, qui est un fil de résorption rapide. On fera un surjet en commençant au niveau de l'angle d'incision. Ensuite, on va faire un sujet sur le plan musculaire et enfin, on fera des points inversants à l'extrémité cutanée, ce qui va permettre de débuter un sujet intradermique vers la fourchette. C'est vraiment, en fait, c'est de prendre un fil, de commencer avec à la base, de faufiler tout le plan vaginal, de continuer sur le plan périnéal et ensuite de faire un sujet intradermique, un peu comme on fait sur la peau après une césarienne. On peut également réparer le périnée de cette manière-là. L'autre technique, c'est la réparation classique qui consiste à commencer par réparer le plan vaginal. Dans un premier temps, on va d'abord réparer de manière complète le vagin, en sachant que le vagin se répare par un sujet passé au fil avec une résorption rapide dans un 2-0 si vous voulez, ou encore un numéro 0 aussi. L'important ici, c'est de faire une suture parfaite de l'angle supérieur qui doit être bien exposé. Le danger, en réalité, c'est que quand, et là, vous pouvez voir l'angle là, il faut toujours prendre le point de repère où la déchirure commence. Je précise souvent, il faut mettre un nœud, le premier nœud généralement demi-centimètre au-delà, au-dessus, demi à 1 centimètre au-delà de l'angle. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a souvent une déchirure, il y a un vaisseau qui peut être là, le vaisseau va se rétracter généralement sur demi-centimètre. Donc, du coup, si vous mettez votre premier nœud 1 centimètre avant le début de l'angle, ça vous permet d'accrocher et de faire un nœud sur le vaisseau en question. Autrement, vous aurez des patients chez qui vous allez bien réparer votre déchirure. Après, vous avez un gros œdème vulvaire qui va se poser. Le deuil va se faire seulement parce qu'il y avait un vaisseau qui saignait à l'intérieur et vous l'avez laissé, vous avez laissé le vaisseau au-dessus. Vous avez réparé en dessous du vaisseau. Et donc le vaisseau il continue à saigner. Donc la solution, c'est soit de mettre 1 centimètre avant l'angle pour être sûr qu'on a pris le vaisseau à l'intérieur. Ensuite, on fera dans des points larges qui vont prendre toute la sous-muqueuse. On s'arrête au niveau, on arrête le sujet au niveau des berges de l'hymen. Et à ce moment, on passe au deuxième temps de la réparation qui consiste à réparer les plans musculaires. Vous voyez, à ce moment, on répare les plans musculaires à travers des points séparés avec un fil toujours résorbable. Et on note que le premier point, il est situé en dessous, juste au-dessus, en dessous du plan vaginal. Là, vous pouvez le voir là. Là, on commence là, on a fini le vagin. Et après la suture, et ensuite on fermera les muscles, on fermera la sous-peau et on fermera la peau après. Et de manière vraiment systématique, il faut garder cela en esprit. Lorsqu'on finit de réparer un périnée, il faut toujours faire un toucher vaginal et faire un toucher rectal. L'avantage du toucher vaginal, c'est que si jamais vous avez mis une compresse ou une garniture à l'intérieur, vous allez le retirer. Parce que vous pouvez réparer sous le coup de la pression, de la fatigue et tout, vous oubliez, par exemple, la garniture que vous avez mis à l'intérieur et la patiente, elle ne va pas savoir, elle rentre chez elle avec. Imaginez, c'est déjà arrivé, hein, c'est pas qu'on parle comme ça, même en France, nous on a eu des cas comme ça. Ici au Cameroun, c'est encore plus fréquent encore. Donc, juste, vous voyez, parce que vous avez fini de réparer, vous n'avez pas eu la présence d'esprit d'aller retirer votre tampon à l'intérieur. Il faut toujours penser à le faire. Le toucher rectal, l'avantage de pratiquer un toucher rectal après une réparation, c'est que si jamais vous avez un nœud qui est passé dans le rectum, vous le voyez tout de suite et vous le rectifiez. Parce qu'au cours de la réparation, vous pouvez passer un fil et vous accrochez le rectum dedans. Vous accrochez votre muqueuse rectale dedans ou votre muqueuse anale, vous la prenez sans vous en rendre compte. Et si vous faites un toucher, vous allez vous rendre compte que, ah non, tiens, j'ai un fil qui passe dans la cavité rectale. Et à ce moment, ça vous attire, vous pouvez facilement corriger le tir. On fera le troisième temps, comme on a dit, en fait, ça consiste à réparer la peau. On peut le réparer la peau à travers des points de blé donati. Le blé donati, c'est une technique de résorption qui permet, on dit souvent, on entre loin, on sort loin, on entre proche, on sort proche. Il y a beaucoup d'autres variantes. On aura le blé donati modifié, il y aura pas mal de points comme ça. Oui, c'est un peu ça le blé donati. Tac, on entre loin, on sort loin, ensuite on entre proche, on sort proche. Et on fait les nœuds. Alors, les complications de l'épisiotomie sont nombreuses. À l'immédiat, on peut surtout avoir une hémorragie.
On peut avoir des déchirures du périnéal, parce qu'on a dit, vous pouvez faire une épisiotomie qui finit par se compliquer elle-même d'une autre déchirure du périnée. Dans le postpartum, on peut avoir un hématome, on peut avoir des douleurs et même un œdème. On peut avoir une infection et des unions, parce que quand vous réparez, ça peut lâcher. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est fréquent. Tous ces derniers temps, on a pas mal de patients qu'on répare. Après l'accouchement, les sages-femmes réparent à la maternité. Elles reviennent après parce que les points ont lâché. Et à distance, donc dans le moyen terme, si vous voulez, on peut avoir des douleurs périnéales, on peut avoir des dyspareunies. Si vous avez mal réparé le périnée de la patiente, elle peut avoir des dyspareunies derrière. C'est pareil, si vous avez un périnée complet compliqué qui se passe et vous ne réparez pas bien, ça peut vous créer des fistules rectales et même des fistules anales. Donc, c'est des trucs qui sont rares, mais ça peut arriver quand même. Donc, là, on continue avec l'accouchement instrumental. Lorsqu'on parle d'accouchement instrumental, je vous ai dit il y a au moins trois grands instruments qui sont utilisés fréquemment. C'est le forceps, c'est la ventouse, c'est la spatule. Voilà les trois grands moyens. Mais dans notre contexte, au Cameroun, la plupart du temps, c'est le forceps, c'est la ventouse. Moi, personnellement, je ne fais pas de forceps, je ne fais que de la ventouse. Dans d'autres hôpitaux, on a des collègues qui vont faire du forceps au Cameroun. On a une collègue à l'hôpital central à Yaoundé qui en fait. Donc, dans votre programme, on vous en parle toujours. On ne sait pas où vous irez terminer votre carrière demain. Il ne faudrait pas être surpris d'arriver quelque part et de voir un instrument quoi, que vous ne connaissez pas. C'est un peu ça le but. Mais j'ai voulu commencer ce cours en vous disant que la pratique de l'extraction instrumentale ne s'apprend pas dans les livres ou dans un cours comme celui-ci. On peut le faire sur place, sur le terrain. On peut le faire à la maternité. La ventouse, tu lis 1000 cours. Si tu l'as jamais pratiqué, tu ne le connais pas. Donc, il ne faut pas être comme cet ami. On disait, voilà, il se retrouve au bloc. Un jour, il fait une appendicite d'un patient. Il prend YouTube. YouTube, il tape YouTube. Quelle est la technique pour faire une appendicite d'un patient? Et après, il dit, ben voilà, et là, la connexion bug, comme ça peut bugger aujourd'hui. Et le mec dit au patient, ben écoute, désolé, j'ai ouvert ton ventre, mais j'ai oublié l'approche. Et YouTube ne passe pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oui, il faut éviter de faire ça. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas une patiente qui est sur une table d'accouchement, vous voulez faire une ventouse, vous ouvrez Google, vous tapez comment faire une ventouse. Ah non, ça, vous n'allez jamais réussir à faire. Il faut avoir appris à le faire sous assistance et tout. Alors, le forceps, on note que on va, il existe beaucoup de types de forceps et il y en a pas mal. C'est un instrument qui a été apporté dans la grande médecine par la France. Euh, à- il y a un CHU. Ah, ben voilà, oui, ça m'échappe. Pas loin, c'est pas loin de Dijon. Ce sont vraiment les fondateurs du forceps. Donc, ils ont commencé, ils en ont tellement utilisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui en France, c'est eux qui portent le diplôme interuniversitaire sur la mécanique la mécanique obstétricale, le MTO, mécanique et technique obstétricale, où ils vont continuer pas à vulgariser ça aux gens. Et dernièrement en France, nous on était un peu gênés parce qu'ils nous disaient qu'ils commencent à faire de moins en moins de forceps. Et nous on leur disait, ben, c'est vous qui avez créé le forceps, c'est vous qui avez vulgarisé le forceps, pourquoi vous en faites déjà de moins en moins? Parce que le forceps, c'est un instrument vraiment maître dépendant. Vous connaissez le faire, vous le faites. Vous ne connaissez pas, vous le laissez. On n'apprend pas le forceps sur la tête du patient à l'hôpital. Non. Et donc, vous aurez des structures en France aujourd'hui qui vont faire presque uniquement le forceps. C'est que dans les équipes, ça c'est surtout dans le nord de la France, vous avez plusieurs patrons qui ne font que du forceps. OK? Alors que dans le sud, où on était, on faisait très peu de forceps. Donc, du coup, nous, on faisait plus des ventouses. Donc, vraiment, ça dépend du maître. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas été trop entraîné au forceps. Nous, on a un forceps ici chez nous en maternité, mais moi, je ne fais pas du forceps. J'ai pas été entraîné dessus. Bon, j'ai pas eu un cours d'entraînement. On a fait quelques cas, mais moi, je ne suis pas à l'aise à faire un forceps. Par contre, la ventouse, nous, on en faisait énormément. Et donc, du coup, je suis tellement à l'aise avec la ventouse. Le forceps, je ne l'ai pas beaucoup appris parce qu'il y avait encore beaucoup de types de forceps. Et quand on parle d'un pajot, on parle d'un tarnier, chaque forceps a encore sa façon d'être utilisée. Vous imaginez, on vous dit environ 700 types de forceps et chaque forceps
a une façon différente d'être positionnée, d'être utilisée. Et pour moi, je trouvais que c'était un peu trop compliqué à faire. Bon, voilà. Donc, il y a environ 700 types de forceps qui sont utilisés dans le monde sans qu'aucune étude n'ait montré une supériorité de l'une ou de l'autre. Il en existe deux grands types, des forceps à branches croisées et les forceps à branches convergentes. Voilà les deux grands types. Mais à travers ça, on a plusieurs autres variétés. Donc, alors là, là, j'ai mis deux. Ok, donc je pense, excusez-moi, voilà. Les instruments, les deux types de forceps ont en commun certains éléments. Les forceps ont en commun quelques éléments. Il y a des branches, j'ai mis un schéma par la suite et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble un forceps. Ceux de vous qui sont curieux peuvent passer à la maternité le lundi si vous voulez et je pourrais sortir un forceps, vous montrer de manière pratique à quoi ça ressemble. Donc, il s'agit des instruments qui sont constitués à la base de deux branches. Il y a une branche droite, une branche gauche, les deux, généralement. Et les deux peuvent s'articuler. Chaque branche est en réalité composée de deux parties, une cuillère et une manche. Et un manche, voilà, un manche, pas une manche, un manche. Et donc la cuillère en elle-même maintenant, la cuillère constitue la partie essentielle du forceps. C'est elle qu'on va apposer au niveau de la tête fœtale. Elle est formée d'une spatule évidée, creusée d'un trou si vous voulez, qu'on va appeler la fenêtre. Et la fenêtre elle-même est constituée d'une branche antérieure. Je sais que ça va se mélanger dans votre tête comme ça, je sais. Bon, voilà. Elle est conçue, bon, là, je mets un peu, là, je mets un peu l'image dessus que vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit. Ah, c'est un peu loin. Voilà, vous voyez, ça, c'est la cuillère. Tout ça, c'est la cuillère. Vous voyez, là, c'est la cuillère et tout ça, c'est le manche. Ok. Et donc, on dit donc que la cuillère est creusée d'une cavité qu'on appelle la fenêtre. C'est ça. Et la cuillère en elle-même est faite de deux concavités, des courbures. Là, on aura ce qu'on appellera la courbure céphalique. On aura la courbure pelvienne qui sera un peu plus haute pour relier au niveau du manche. On aura à côté une partie qu'on appellera la jumelle. On va revenir là-dessus après. Donc, la fenêtre est constituée d'une branche antérieure, on a vu, et une branche antérieure et une jumelle postérieure, on a vu la jumelle déjà, qui va réunir les deux branches en avant par le bec, donc, qui est un peu la concavité, le rond de l'avant, c'est ça qu'on appelle le bec du forceps. La cuillère, quant à elle, présente également deux courbures. On l'a dit déjà, il y a une courbure céphalique qui est celle qui va s'appliquer à la tête fœtale, et on aura une courbure pelvienne ou courbure sur le bord qui est en réalité destinée à s'emboîter, à être en contact avec la courbure de la filière génitale. Donc, c'est ça qui va permettre d'éviter les déchirures sur le plan génital. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier à ce que le forceps soit bien positionné. Le manche va prolonger l'axe de la cuillère et va faire un angle avec celui-ci. Il est porteur d'un système qui permet d'unir les deux branches parce qu'on aura, on l'a dit, on a deux branches, on a une branche gauche et une branche droite. Ok. Et on peut donc, et au moins de faire, on va fixer la première branche, ensuite on met la deuxième branche. Il faut les unir après, ensemble. Il faut les solidariser. Et c'est au niveau du manche qu'on va trouver le système de solidarisation en réalité. Bon, vous voyez, là au moins on a plusieurs types, hein, voilà, on peut avoir des forceps à traction. Il y a des forceps qui permettent de faire de la traction directement sur le manche. C'est le cas du forceps de Pajot, le forceps de Devrel, le forceps de Suzor. Il y a des forceps qui permettent de faire la traction par l'intermédiaire d'un tracteur. Là, il y a notre tracteur, une tige qu'on va monter entre les deux branches. C'est le cas du forceps de Tanier. Il y a des forceps qui sont quasiment faits un peu sous forme de lac. On peut les tirer à travers. C'est le cas du forceps de Demerlin ou de Suzor. Les manches en réalité vont permettre donc de transmettre à la tête fœtale la force de traction, d'orientation et de flexion nécessaire pour faire l'accouchement, pour compléter l'accouchement. On va voir des indications. Vous voyez? C'est donc ça. À ce niveau-ci, ça c'est le système de jonction.
Généralement, on aura un endroit qui va s'articuler entre les deux ici. Même cette partie-ci permet d'articuler les deux bras du forceps en réalité. Alors, quelles sont les conditions nécessaires, quelles sont les conditions préalables pour qu'on puisse faire un forceps chez un patient, chez une patiente? Il y a une fiche mémotechnique qui est le forceps en question, le FORCEPS. Il va falloir que le fœtus soit encéphalique. On ne fait pas le forceps sur un siège. Non, ça, jamais, jamais. Si un enfant en siège, on ne fait pas de forceps. Donc, F, un peu pour présentation céphalique. O, pour dire il faut avoir apprécié l'orientation fœtale. L'orientation fœtale, on l'a vu en première année en disant que le fœtus pouvait avoir des orientations occipito-iliaques euh, gauche antérieure ou occipito-iliaque gauche postérieure, voire même occipito-iliaque droite antérieure ou encore occipito-iliaque droite postérieure. C'est ça qu'on appelle l'orientation. Il faut connaître l'orientation de l'enfant parce que votre forceps ira dans le sens de l'orientation. Le forceps se fait en membrane rompue. Il faut que les membranes soient rompues. Si on ne veut pas faire le forceps chez une patiente avec les membranes intactes, il faut commencer par rompre les membranes. Le forceps se fait à dilatation complète. Donc vraiment, si vous avez un patient qui a 8 centimètres, évitez de mettre chez elle le forceps parce que ça vous allez créer de grosses déchirures inutiles. On fait le forceps lorsque la tête de l'enfant est engagée. Il va falloir que la présentation soit engagée pour qu'on puisse faire le forceps. Si vous avez un enfant qui ne réussit pas à s'engager dans le bassin, à une DCP qui est haute située, ne faites pas de forceps, vous n'allez jamais réussir. Il va falloir que le fœtus et le bassin soient proportionnels. Donc, si vous avez, si vous disais, si la tête n'est pas engagée, ça peut passer une disproportion, ou vous ne partez pas sortir l'enfant. On ne vient pas faire le forceps sur un enfant qui a 5 kilos qui ne réussit pas à passer. Non, il faut vraiment s'assurer. Et on fait le forceps avec la vessie vide. Donc, avant de faire un forceps, vous rassurez-vous toujours que vous avez vidé la vessie de la patiente. Donc, c'est un peu les moyens mémotechniques, les conditions à remplir pour qu'on puisse faire un forceps là chez une patiente. Alors, pour ce qui est de la ventouse, elle est plus pratique. Ce sont des instruments de flexion et accessoirement de traction. La ventouse permet surtout de fléchir la tête de l'enfant. Le but est vraiment d'améliorer la courbure euh, pour permettre à l'enfant de progresser. Parce que généralement, l'enfant ne progresse pas parce que sa tête est bloquée dans un certain axe. On a envie de le faire fléchir et à ce moment, on peut facilement l'orienter et permettre qu'il sorte. C'est pour ça que ceux qui me voient souvent faire la ventouse, souvent on va mettre des touches sur la tête, on descend quasiment jusqu'à poser les genoux au sol. Le but étant d'aider la tête de l'enfant à fléchir. Et dans quelques rares fois seulement, on peut également faire la traction avec. La ventouse fait également la traction, mais de manière fondamentale, c'est vraiment surtout de la flexion. Les ventouses, on en a plusieurs types. Euh, on en a en silicone, bon, on va voir quelques photos, mais on vous dit, lorsque vous faites la traction, il faut vraiment vous assurer de rester perpendiculaire au plan de la cupule, sinon ça va glisser, sinon votre ventouse, ça glisse et ça quitte. Donc, c'est une des choses qu'on va essayer d'éviter au maximum. Alors, des contre-indications à la ventouse, si vous avez un enfant qui est prématuré, ne faites pas la ventouse sur un enfant prématuré, s'il vous plaît. Parce que déjà, la tête est tellement fragile. La ventouse consiste à appliquer une pression sur la tête fœtale pour le faire venir. Si vous avez une tête fœtale qui est déjà immature, n'allez pas mettre une ventouse dessus. Si vous avez un patient qui a des troubles de la coagulation, comme les thrombopénies, on ne fait pas de ventouse. Euh, Si on a eu à faire la pose un pH sur la tête fœtale ou de faire un dosage de lactate pendant le travail, on ne fait plus la ventouse. Donc, s'il y a des scarifications, on ne fait pas de ventouse. Si on a une présentation du front, une présentation de la face, si c'est un siège, si l'enfant est transverse, naturellement, il n'y a pas de ventouse à faire. Mais on note quand même que même s'il y a un beau sérot sanguine, si elle n'est pas très, très volumineuse, on peut quand même faire la ventouse, sinon, c'est pas vraiment contre-indiqué, quoi. Les avantages de la ventouse sont qu'elle semble particulièrement adaptée lorsqu'il y a un arrêt de la progression et de la présentation par déflexion. C'est une dame qui évolue normalement, comme on disait tantôt, mais quand l'enfant veut fléchir la tête, il ne réussit pas à fléchir, peut-être à cause d'un obstacle et tout. Et donc le mec, il cale. Ça fait un peu ce qu'on appelle une dystocie.
À ce moment, vous pouvez vous servir d'une ventouse pour vérifier et essayer de fléchir la tête. Si vous réussissez à fléchir la tête, le mec, il sort sans problème. Donc, en effet, la ventouse permet de faire un complément de flexion qui va rendre possible la suite de la rotation dans l'excavation. Les séquences concernant, les séquelles concernant l'incontinence anale seraient moindres qu'avec les forceps. Donc, il y a moins d'effets secondaires, si vous voulez, moins de complications en réalité qu'avec le forceps qui fait des grosses déchirures parfois. Donc, c'est ce que je vous disais. On a des ventouses manuelles, c'est ça, celui que nous avons à la maternité, ça c'est une ventouse manuelle. Là, on a la kiwi à la maternité, qui fait partie de ce qu'on appelle les ventouses souples en silicone. Mais à côté, on a des ventouses mécaniques, ok, qui vont utiliser quasiment un aspirateur. Ça, c'est un système aspiratif, c'est un système qui va créer une dépression. C'est lui qui va mettre une pression au niveau de la tête fœtale. Et à côté, on aura des ventouses qui sont, voici des ventouses en réalité, c'est celui qu'on va appliquer au niveau de la tête fœtale. Il y a un tuyau qui partira du système de dépression pour rejoindre, comme vous voyez ici, pour rejoindre la ventouse qu'on va mettre sur la tête fœtale. Il y a un peu un anneau sur lequel on va faire la traction. C'est le même principe qu'avec la kiwi, vraiment le même principe, sauf que, sauf qu'il va falloir avoir à côté un dispositif avec la pression et tout. Et lui, l'avantage, c'est que là, il a un métal, de l'air réutilisable. Or, les kiwis, vous voyez que ce qu'on voit en maternité, à un moment donné, ça se gâte, ça ne tient plus, parce que c'est le système, si à la main, à la pompe là, qui crée la pression manuelle que ici la machine devrait créer. Bon, sauf que lui, il crée, au bout d'un certain moment, il ne crée plus de pression. Ok. Alors, euh, quelles sont, ici, on voit un peu les indications. Voilà. Ici, on voit un peu les indications à faire une ventouse. On a des indications maternelles et même des indications fœtales. Donc, on va essayer de voir quelques-unes de ces indications. Lorsque on ne veut pas qu'une femme pousse, généralement, dans ce cas, on va encourager, on peut faire un accouchement instrumental. Si une patiente a une pathologie, vous ne voulez pas qu'elle s'ouvre sur son cœur, là, il faut surtout faire le forceps. Là, ce sont les indications pour les deux méthodes, à la fois les ventouses et le forceps. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est si j'ai une patiente qui ne pousse pas, je fais le forceps. Parce que dans le forceps, on n'a pas besoin que la femme pousse vraiment. On attrape l'enfant, on le tire, on le fait sortir. Dans la ventouse, on fait fléchir l'enfant et il faut que la mère pousse pour aider à faire sortir son bébé. Donc, si j'ai une patiente qui a des contre-indications de pousser, alors chez elle, je peux faire un forceps. Chez un fœtus qui a une expulsion, un prolongement du délai d'expulsion, on peut faire l'accouchement instrumental, cette fois, ça peut être de la ventouse, ça peut être du forceps. Les patientes avec des cardiopathies, des insuffisances respiratoires, des antécédents de pneumothorax spontané, des lésions oculaires et tout. Dans ces cas-là, on peut faire une ventouse ou même un forceps si vous voulez. Si on a une patiente qui ne pousse pas, parce qu'il y a des patientes qui, au cours du premier accouchement, ne réussissent pas à pousser. S'il y a une mauvaise accommodation, on peut faire des trucs comme le forceps. S'il y a une souffrance fœtale, s'il y a une anomalie du rythme cardiaque fœtal, on fait un accouchement instrumental. Si on a une maman qui est fatiguée, qui ne coopère pas bien, on peut également proposer, n'est-ce pas, de lui faire un accouchement instrumental. Donc, qu'est-ce que c'est contre-indication à l'accouchement instrumental? On a vu les indications. C'est le non-engagement de la tête. C'est vraiment, à chaque fois, si la tête de l'enfant n'est pas engagée, on ne fait pas d'accouchement instrumental. Ça rien du tout. C'est le non-engagement de la tête qui est une contre-indication majeure à l'extraction instrumentale. S'il y en a un doute sur l'engagement en particulier du fait d'une bossuro sanguine, alors on peut faire l'échographie. L'échographie va permettre de mesurer la distance entre la tête fœtale et le périnée. Si la distance est supérieure à 6 cm, on va dire que l'enfant est encore très haut. Alors, c'est qu'il n'est pas encore engagé. Pas besoin. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Si c'est inférieur à 6 cm, ça veut dire que il est engagé, mais si la distance est supérieure à 6 cm, ça veut dire que le mec qui est encore très en haut, ça ne sert à rien d'aller essayer de le faire sortir.
D'autres contre-indications, ça peut être des pathologies fœtales, comme on a dit, s'il y a des anomalies osseuses, s'il y a des troubles de la coagulation, si on a vu. Si vous êtes face à une patiente en position transverse où on sait qu'il faut absolument faire une césarienne, ne commencez pas à perdre le temps à la patiente avec l'accouchement instrumental. Sinon, on vous dit il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation du forceps et de la ventouse. Si en cas de retard de croissance intra-utérin. Donc, si c'est un prématuré avec une prématurité qui est due à un retard de croissance, on peut faire l'accouchement instrumental. Mais vraiment, si c'est juste un prématuré classique, évitez vraiment à la limite d'utiliser ces instruments-là. Donc, on continue avec la césarienne. La césarienne ici, on parlera à la fois, on va parler des deux simultanément, la césarienne programmée et la césarienne en salle de naissance, qui est encore appelée la césarienne en urgence. Parce que la césarienne peut être faite, déjà c'est quoi la césarienne? C'est une technique chirurgicale qui consiste à extraire le fœtus et ses annexes après après une laparotomie et une hystérotomie. Une hystérotomie. Donc, on peut programmer une césarienne, c'est une dame qu'on peut voir, on dit, bon voilà, cette dame, on sait qu'elle a un placenta prévia, qui est totalement recouvrant, donc on est sûr qu'elle ne pourrait pas entrer en travail de manière spontanée. Chez elle, il n'y a pas de débat. On sait d'emblée qu'on va enlever, qu'on lui fera une césarienne. Donc, à ce moment, on ira pour lui faire une césarienne de manière programmée. Dans le deuxième cas, si on a, si on a une patiente qui est en salle de naissance, qui a une souffrance fœtale aiguë, ben là, je vous garantis, il n'y a pas de temps à attendre. Vous ne dites pas à cette dame, tu rentres chez toi, on va programmer ta césarienne après. Non, ça ne marchera pas. Si elle, vous la voyez, à ce moment-là, vous indiquez chez elle tout de suite. Donc, on dit qu'il s'agit la césarienne est une intervention chirurgicale dont le but est d'extraire un fœtus et ses annexes après une ouverture de la paroi abdominale qu'on appelle la laparotomie et une ouverture de l'utérus qu'on appelle l'hystérotomie. On note que la césarienne, c'est un geste qui est vraiment pratiqué dans le monde. En 81, on en faisait environ 10% chez les nullipares et en 95, vous voyez, 16%. En 2004, 19%. Vous voyez? Et cependant, on s'est rendu compte que la mortalité périnatale est quand même passée de 12,3 à 9,1 pour 1000. Donc, on se dit, on pense que la césarienne, si elle est bien indiquée, va permettre de réduire la mortalité et même la morbidité materno-fœtale. Si les indications sont bien faites, si on n'opère pas les gens pour rien, ça peut vraiment aider. Maintenant, cela dit, il y a des pays comme le Brésil où on a une incidence de césarienne autour de 45%. Donc, quasiment une femme sur deux au Brésil accouche par une césarienne. Les indications de la césarienne sont nombreuses. Voilà. Donc, là, on a dans ce tableau, sur cette figure que j'ai mis pour vous, on retrouve des indications pour une césarienne programmée et des indications pour une césarienne d'urgence. Quand on dit urgence, c'est que c'est en cours de travail. C'est une dame qui est en salle de naissance, il y a un problème, il faut l'opérer. Donc, dans les césariennes programmées, généralement, les indications, ça peut être à cause d'un retard de croissance intra-utérine, s'il y a une souffrance fœtale chronique, avec un retard de croissance intra-utérine sévère, s'il y a des grandes prématurités et tout, on peut faire une césarienne. Si vous avez un patient qui a un bassin inadéquat, un bassin, vous avez fait un PV scanner, vous avez remarqué que le bassin de la dame était étroit, était dystocique, était rétréci, à ce moment, vous ne laissez pas qu'elle entre en travail parce que dans vous savez qu'il ne passera pas dans une césarienne que vous allez programmer. S'il y a des obstacles prévia, ça peut être les myomes, ça peut être un placenta qui est prévia, ça peut être une possidence du cordon, non, la position, c'est un travail déjà. Ça peut être une présentation du cordon. Si vous avez un patient qui a une présentation du cordon, vous pouvez programmer la césarienne chez elle. Les patients qui ont généralement qui ont souvent des grossesses en siège, surtout chez les nullipares, si vous avez un siège chez nullipare, vous avez un siège chez un siège qui est macrosome,
À ce moment, vous indiquez la césarienne, vous recevez une dame à 36 semaines, elle a un fœtus qui est en siège et qui a un poids fœtal à 3900, il aura du mal à passer. Dans certains cas de grossesse multiple, si vous avez par exemple une grossesse gémellaire, on dit que le premier vient en siège, le deuxième vient en céphalie, vous avez peur de l'accrochage du menton en fonction du nombre de sacs amniotiques qu'on a. Vous avez peur, par exemple, de l'accrochage. Là, vous opérez. Dans certains cas d'utérus cicatriciel, si vous avez un patient qui a un utérus cicatriciel qui n'a pas été, si vous avez un dame qui a un utérus cicatriciel qui n'a pas encore été éprouvé et vous vérifiez les conditions, on a vu les conditions hier pour faire une épreuve de cicatrice, donc si les conditions ne sont pas remplies, vous programmez sa césarienne. Si par ailleurs la patiente a une hypertension artérielle non contrôlable, si vous mettez par exemple en route des antihypertenseurs, ça ne marche pas, vous programmez la césarienne. S'il y a des pathologies maternelles, des cardiopathies, d'autres maladies qui contre-indiquent l'accouchement par voie basse, vous programmez la césarienne. Ok, donc là, c'est un peu les indications des césariennes chez les dames avant le travail. On a programmé. Maintenant, une personne qui est en salle de travail, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on indique une césarienne chez elle? On vous dit, il y a des causes qui peuvent concerner l'utérus, des causes qui peuvent concerner le fœtus et des causes qui peuvent concerner la mère. Donc, chez une dame qui est par exemple en travail, si on a décidé de faire une épreuve de travail, ok, ou une épreuve de bassin. C'est encore ce que vous appelez ici l'épreuve utérine. Si on essaye de faire une épreuve de bassin, ça ne se passe pas bien. On commence à avoir une disproportion photopelvienne et tout le reste, parce qu'il y a une dystocie au niveau du col, une dystocie dynamique, un syndrome de pré-rupture. Vous opérez ces dames en urgence. Ça, on n'a pas besoin de programmer. S'il y a un syndrome de pré-rupture, on ne programme pas la césarienne. Si vous avez une souffrance fœtale aiguë, par exemple, vous opérez ces dents tout de suite. Si vous avez chez la mère un placenta prévia, si la mère a une hémorragie au troisième trimestre avec un hématome retroplacentaire, par exemple, et tout, vous n'hésitez pas, vous l'opérez tout de suite. À côté, on peut avoir une dame qui était en siège, chez qui on essaie de faire un accouchement par voie basse, ça ne passe pas, il faut l'opérer. Ok. On peut également avoir, en cas d'échec, voilà, des trous de travail et tout. Donc voilà, cette figure va résumer pour vous les différentes indications possibles d'une césarienne, que ce soit programmée ou même en cours du travail. Alors, une fois qu'on a indiqué la césarienne chez une dame, il faut la préparer. On verra donc. La préparation à l'intervention, elle doit se faire dès que l'on pressent l'indication de la césaриenne avant de se trouver dans une situation d'extrême urgence. Ça voudrait dire quoi? Je reçois une dame, l'une des dames, j'ai opéré une dame, je crois que c'était avant-hier, oui, avant-hier. C'est une dame qu'on avait avec une mauvaise obstétricale, c'est une dame qui a 34 ans, que l'on a reçue pour une septième grossesse. La sixième grossesse, c'était exactement il y a un an. Elle est arrivée en consultation, elle est arrivée chez nous à l'hôpital pour l'accouchement. Moi, quand je l'avais évaluée, j'avais estimé un poids fœtal à 4,8 kg. Je lui avais proposé une césarienne, elle avait refusé. Et nous, on a laissé cette dame évoluer dans son travail. Et après, voilà, elle a perdu son bébé. Elle me revient cette année, un an plus tard, vraiment le même tableau. Elle revient dernièrement en consultation, moi je la vois, elle est en travail, elle est dilatée à 5 centimètres. On a une auto-utérine à 43 centimètres. Les BDC jusque-là sont bien. Sauf que je n'ai pas d'écho récent de chez elle. Du coup, j'ai décidé de faire une échographie d'estimation de poids chez elle. Je m'avais fait une échographie qui estime le poids à 4,950 kg, un truc comme ça, 4,9 kg. Et là, pendant que je fais l'échographie, je me rends compte que j'ai une décélération. J'ai le cœur de l'enfant qui descend quasiment à 83 battements par minute. Après, la chemin est remonté. Là, je vous voyais sur le coup, j'ai dit à cette dame, écoutez, vous avez une mauvaise histoire. L'année passée, ça fait un an, je ne veux pas qu'on se retrouve dans le même tableau. Donc, on vous prépare pour une césarienne tout de suite. Moi, je ne veux pas qu'on prenne les risques. Cette fois-ci, heureusement, ils ont accepté. Euh, voilà, et on l'a préparée. Elle a un bébé qui a pesé 5,150 kg au cours d'une césarienne et qui est sorti qui n'était pas très bien, qui avait un abgat quand même à 6, mais qu'on a réanimé et qui va bien maintenant. Mais vous voyez, donc le but, vraiment, quand vous pensez qu'il y a une chance de faire une césarienne, c'est d'aller vite pour éviter de courir à la fin. Vous recevez une dame, vous voyez que son bassin, il est petit, vous ne lui dites pas. Vous dites, bon, on va faire l'accouchement.
C'est à 4 heures du matin ou à 2 heures du matin, quand vous avez une DCP, que vous appelez vraiment, docteur, ça ne va pas, et tout. Récemment, on me l'a fait dans le service, pour que vous compreniez. J'étais en cours de natation, la sage-femme m'appelle parce qu'elles ont une dame qui arrive pour son premier enfant, elle a une auto-utérine à 38, un sirop sabulaire à 112. Dès qu'on me donne les informations, je calcule dans ma tête tout de suite, je suis autour de 4 kg 200 à peu près. C'est une première part. Elle a une tension qui est élevée. Moi, j'ai dit à la sage-femme, dans ma pelle, je vous garantis, à ce moment qu'on m'appelle, il est exactement, je crois, 19h30. Je lui ai dit, c'est un enfant qui ne va pas passer. Il ne passera pas. On me dit, elle est dilatée à 6 cm, contracte bien. Moi, je dis, il ne passera pas. Préparez la première césarienne d'emblée. Et moi, heureusement, j'avais un témoin, parce qu'après, on a voulu me faire croire que je me suis trompé. J'ai dit, préparez la première césarienne, on va la prendre. Moi, je reste, je finis mon cours, je rentre à 21h30. Je me dis, bon, tiens, j'ai pas de feedback. Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle la maternité, on me dit, non, non, bon, ça va, elle évolue plutôt très bien, on va voir. Oui, là, pour le coup, je suis scandalisé et j'ai dit, bon, ok. Puisqu'on m'a dit que là, pour le coup, elle était à dilatation complète déjà, on fait attention. Et on m'appelle 30 minutes après, elle a dit, bon, docteur, vraiment, depuis, ça fait 30 minutes qu'elle a la dilatation complète, la tête n'est pas engagée, il est encore où? Je dis, mais je vous ai dit depuis 19 heures de préparer cette dame parce que l'enfant ne devait pas passer. Et donc, voilà, et on se retrouve au bloc à 23h30 pour opérer cette dame. Euh, pas, dans des situations pas gay. Bon, son bébé va bien, ok. Et sauf qu'après, quand je rentre dans le dossier pour voir les consignes, eh ben, écoutez, la sage-femme, elle a écrit 19h35, appel du gynéco, avis, attendre qu'il vienne. Vous voyez? Attendre qu'ils viennent. Moi, je suis rentré, là, j'étais avec mon épouse quand on m'a appelé à la piscine. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit à la sage-femme qu'elle m'a appelé tout à l'heure? Elle dit, tu as demandé qu'elle prépare la césarienne. Ah, j'ai dit, ben voilà, écoute, à l'hôpital, elle a écrit d'attendre que je vienne. C'est que c'était ma prise en charge. J'étais scandalisé. Donc, quand vous pensez qu'il y a une situation de césarienne, oui, on a fait souffrir cette dame 2h30, 3h, quasiment 4 heures de temps, inutilement, parce qu'on d'emblée, on savait qu'il n'allait pas passer. On court et elle aurait pu perdre son bébé comme ça alors qu'on aurait pu anticiper dessus avant. Donc, en réalité, dans les césariennes en France ou dans d'autres pays occidentaux, ils ont classé les césariennes en code de couleur. Ok, là, c'est parce que les gens, quand on évalue une césarienne, disent c'est un code rouge, tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est un code orange, tout le monde sait ce qu'il a fait. Donc, en réalité, il y a trois catégories de couleurs. La couleur, la couleur verte, généralement, ce sont les césariennes. La couleur verte, pardon, sont les césariennes qui sont généralement programmées, sont les césariennes qui seront faites au cours de la journée, vraiment, ou le lendemain. Mais généralement, c'est une césarienne qui est faite dans les 24 heures. Il n'y a pas de grosse urgence. Quand on dit, bon, on prépare une césarienne en cours de veille, ça passe, vraiment, personne n'est stressé et tout le reste. Dans les codes urgents, il s'agit des codes orange, sont des césariennes urgentes avec une anomalie au cours du travail, mais sans menace immédiate sur la vie de la mère. Donc, si on voit une dame qui vient en consultation, elle est en travail, vous comprenez, vous voyez, j'ai une dame qui entre en travail, elle a un placenta qui est bas inséré, elle a 2 centimètres. Bon, je sais que l'enfant ne va pas passer, on va l'opérer, mais en même temps, on n'a pas besoin de courir là tout de ce bloc. Non, voilà, on va dire, là, c'est un code orange. Si on reçoit une dame qui a, je sais pas moi, on lui a fait une échographie, voilà, où on se rend compte qu'il y a une disproportion céphalopelvienne, donc c'est une dame qui entre en travail, elle fait une DCP, elle est à 6 centimètres, ça ne progresse pas bien, on va dire, bon voilà, c'est une césarienne en code orange. La césarienne doit être faite dans les 1 heure qui suit. Dans le code orange, c'est en moyenne 1 heure de temps. Le code vert, c'est en moyenne 24 heures. Le code rouge, c'est 15 minutes. Lorsqu'il dit qu'il y a un code rouge, c'est 15 minutes pour que l'enfant soit sorti. Là, je parle de délai pour que l'enfant soit sorti. Donc, quand vous avez un cas d'hémato-rotoplacentaire, la dame saigne et l'enfant est vivant, ça, c'est un code rouge. Il faut aller tout de suite. Vous avez un cas de placenta prévia hémorragique, c'est un code rouge. Il faut y aller tout de suite. Si vous allez sur une rétention du deuxième jumeau avec échec dans la grande extraction, c'est un code rouge. Il faut y aller tout de suite. Une procédance du cordon, c'est un code rouge. On y va tout de suite. Une présentation de l'épaule, par exemple. Une présentation de l'épaule, c'est pas un code rouge. Une présentation de l'épaule,
chez une dame qui est en travail, c'est un code orange. On peut le faire en 1 heure de temps. Mais une dame qui est présente du cordon, c'est un code rouge, on le fait en 15 minutes. Mais malheureusement, on est dans un contexte encore ici chez nous, on te dit que c'est une présence du cordon, allez, il faut appeler l'anesthésiste qui est chez lui. Le mec, il arrive, il dit qu'il va faire une anesthésie générale, une rachianesthésie. On en fait ici, hein, moi, je lui ai dit non, bon, moi, je lui ai dit non, allez-y en anesthésie générale, tout simplement, pour qu'on aille vite. Les mecs, ils disent non, vraiment, j'ai pas de produit pour faire l'anesthésie générale. C'est traumatisant, mais voilà, on est encore dans ce contexte. Mais il faut donc dire que lorsqu'on s'accorde sur les codes couleurs et tout, ça marche lorsque tout le monde est sur place. Vraiment, si tout le monde est sur place, en France, quand on disait un code rouge, chacun sait ce qu'il a à faire. Quand moi je venais voir une dame, j'ai dit, madame, j'ai dit, c'est un code rouge, césarienne, code rouge. Je sors, je m'en vais me laver, je suis au blanc. Dès qu'on dit code rouge, on connaît qui appelle l'anesthésiste, on connaît qui appelle l'équipe du blanc. Et généralement, tout est apprêté. Donc, vous avez tout un bloc qui est disponible, qui attend un bloc qui est là, qui attend. Donc, quand débat, on dit c'est un code rouge, c'est pas à ce moment qu'on commence à courir pour venir voir quoi que ce soit. Non, non, tout de suite, on ouvre les paquets au bloc et on se lance. Donc, tout est vraiment encadré, quoi. Alors, donc, chaque fois qu'il y a une césarienne, il faut naturellement informer le couple. Il faut toujours et toujours penser à informer le couple dans la césarienne. Il faut penser naturellement à informer le couple. Il peut arriver que dans les codes rouges, on n'informe pas le couple, mais il faut toujours revenir après pour causer avec eux. C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Parce que les gens vivent des gros traumatismes derrière, hein. Les gens vivent des gros traumatismes derrière, on ne s'en rend pas compte de voir comment Poussada, sa femme, il m'est arrivé pendant que j'étais en spécialisation, on a vu une dame qui arrive, elle est amenée par son mari. Et nous, on prend la dame, on l'examine, effectivement, c'est une césarienne en urgence et tout. Et on vient dire au mari, bon, on va opérer ta femme. Il dit, est-ce que tu peux quand même la voir une dernière avant qu'elle aille au bloc? On dit, non, 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 tu ne peux pas la voir parce que c'est urgent pour vous. Mais j'aurais dit, mais écoutez, mais vous aimez sa femme, mais s'il voit sa femme pendant 30 secondes, c'est pas ça qui va la tuer. Vous voyez? Parce que pour le coup, vous dites que non, il ne peut pas voir sa femme, mais sa femme qui vient de faire entrer, mais et si vous entrez là et après sa femme ne s'en sort pas, qu'est-ce que vous faites? Mais laissez qu'il voie sa femme. Et justement, on l'a fait, ça a pris 2 minutes, il a vu sa femme, il a causé avec elle, ils ont fait une petite prière comme ils voulaient faire. Elle a le bord, tout s'est bien passé, mais il était rassuré. Donc, évitez un peu cette façon. Mais il faut toujours prendre la peine de venir causer avec eux, de leur expliquer pourquoi est-ce que vous opérez et tout le reste. Il est indispensable et la vérité, c'est ça, c'est qu'à côté, vous avez un consentement opératoire qui doit être signé. Pour qu'ils signent le consentement opératoire, c'est que vous leur avez expliqué. Donc, à part les cas vraiment le code rouge, ça ne sert à rien de trop courir. Vous pouvez poser avec la famille, de leur dire pourquoi est-ce que vous les opérez. Il y a des femmes qui sont opérées sans jamais savoir pourquoi elles avaient été opérées. Et là, je pars, et quand vous venez fouiller après, c'est une DCP. Donc, ce n'était même pas un code rouge. Donc, voilà, il faut toujours prendre la peine de leur causer. Donc, il est indispensable, il doit être fait en consultation et refait avant d'entrer en salle d'intervention. On va exposer à la femme et, si possible, à son conjoint l'indication de la césarienne. Il faut que la dame sache pourquoi est-ce que vous l'opérez. Il faut expliquer, il faut expliquer à la dame pourquoi est-ce que vous l'opérez. Il faut lui expliquer les modalités de l'anesthésie. Comment sera fait l'anesthésie? C'est pas au bloc qu'on vient de découvrir ça après. Il faut lui expliquer les complications qui peuvent arriver. La dame doit être au courant que là, on coupe un code rouge, l'enfant peut ne pas s'en sortir. Il faut qu'elle sache. Il faut qu'elle sache qu'elle peut saigner. Ok. Alors, une fois que cela dit, comment est-ce qu'on fait la préparation? La paroi, ça c'est un peu le rôle, l'endroit où la sage-femme agit le plus dans la préparation de la césarienne. La préparation de la paroi est généralement faite en salle de naissance. C'est le rasage qui est fait. Donc, après un rasage soigneux abdominopelvien, on va laver soigneusement la paroi abdominale à l'eau et au savon en insistant particulièrement sur la toilette dans la région ombilicale. Et ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne le fait jamais ici. Jamais, jamais. Pourtant, c'est si facile à faire. On aurait pu avoir un peu de cétéal. Dès qu'on a fini, on prend une compresse, on le passe sur le ventre de la femme tout de suite pour faire une toilette dessus. Ça ne coûte rien du tout. À ce moment, on peut également faire la pose d'une sonde urinaire avec un ballonnet en respectant toutes les règles d'asepsie. Ça également, je pense qu'on se bat quand même de le faire chez nous, de mettre en place la sonde avec des gants stériles et tout le reste.
Ailleurs, en France, on mettait la sonde directement sur la table au bloc. À côté, on peut également prendre les voies veineuses. Je suis encore traumatisé là à présent qu'on ait des dames ici chez nous, chacun prépare pour une césarienne pendant 1h30 et après se retrouve au bloc sans voie veineuse. Vous voyez, pour que vous compreniez la dame dont je disais que j'ai opéré l'autre jour qui était à 6 centimètres. On l'a préparé quasiment, puisqu'elle était déjà en travail et tout le reste. On l'a préparé quasiment en 30 minutes, voire en presque 1 heure de temps, à peu près qu'on a eu à la préparer. Elle arrive au bloc, elle n'a pas de voie veineuse. Alors, ça devrait être fait, en réalité, en salle de naissance, donc à la maternité, si vous voulez. Et la préparation de la paroi dans tout ça est indispensable pour toutes les femmes en travail. Il faut mettre les voies veineuses, généralement mettre au moins un G16. C'est très important. Mais vous ne voulez pas mettre un cathéter bleu. Par exemple, chez une femme qui va au blanc, le cathéter bleu, ça ne va pas l'aider. Ou le cathéter jaune, ça ne va pas l'aider. C'est minimum un rose, sinon, idéalement, c'est le vert. Le vert. Parce que si elle a besoin d'une transfusion et tout, il faut on puisse avoir une bonne voie veineuse à côté. Alors, il y aura ce qu'on appellera la constatation pré-anesthésique. Donc, en réalité, lorsque on est dans les chirurgies programmées, pour ceux qui sont habitués à voir mes patients, toutes les dames que je vais opérer avant, elles doivent rencontrer l'anesthésie avant. On n'est pas surpris avec... les anesthésistes doivent connaître les patients qui seront pris au bloc par eux. Donc, du coup, quand on va voir une dame en consultation, on va dire à la dame, bon, écoutez, madame, vous serez... Vous allez aller voir les anesthésistes. Ça, c'est au moment qu'ils vont discuter avec les anesthésistes. On va voir est-ce que le bilan préopératoire il est bien. Madame, on vous fera test d'anesthésie. Bon, ça, c'est vraiment des chirurgies programmées. Dans les cours de orange de césarienne, on fait également une consultation pré-anesthésique. L'anesthésie passe avant, il voit la dame. Mais bon, chez nous, c'est pas comme ça, malheureusement. Mais là, je dis, je suis dans les chirurgies en urgence. Mais les chirurgies programmées, aucune dame chez nous n'entre au bloc si elle a vu les anesthésistes avant. Il y a une dame que j'ai refusé d'opérer récemment, effectivement, parce que sa chirurgie était programmée. Moi, je devais toujours un rendez-vous le lundi, parce que c'est le rendez-vous au cours duquel je vérifie que vous avez vu l'anesthésiste, sinon on va rattraper le coup. Elle n'est pas venue. Elle est restée chez elle. Elle est venue directement le mercredi soir pour que je l'opère jeudi matin. Je lui ai dit, je ne peux pas vous opérer parce que les anesthésistes ne vous ont pas vu. Et là, on est sur une chirurgie programmée. C'est pas sur l'urgence. Du coup, on va pas venir le matin vous opérer comme si c'était une chirurgie d'urgence. Dans la chirurgie programmée, vraiment, on vérifie tous les contours. Il faut qu'on soit sûr que tout a été vérifié. Et c'est bizarrement, elle n'avait pas de bilan préopératoire, elle n'avait pas fait de numération, elle n'avait rien. Vous n'opérez pas une dame programmée comme ça. Alors, sur le plan du bilan obstétrical, en réalité, toute femme qui va au bloc doit toujours avoir ce que j'appelle une note préopératoire. C'est important. Lorsque la femme a été passée au bloc opératoire et qu'elle est sur la table, avant que la césarienne ne soit irréversible, un des membres de l'équipe doit toujours réexaminer la dame. Ça, c'est fondamental. J'ai actuellement pas moins de 5 dames qui sont entrées au bloc et qui sont ressorties. Il y a des gens qui sont entrés au bloc. Moi, il y a des dames qui sont entrées au bloc. J'ai fait entrer des dames au bloc parce on m'a informé que la dame n'a pas mal. Elle n'a pas de contraction. On a induit, elle n'a pas de contraction. Donc, c'est un échec d'induction. Moi, j'arrive le matin, je vois la dame qui est au bloc. On est en train de se préparer à piquer l'anesthésie. Elle dit, ah, j'ai un peu mal. Je suis dit, bon, attends. Madame, vous avez mal depuis quand? Elle dit que non, ça fait peut-être 30 minutes que je commence à avoir mal. Ah, bon, d'accord. Vous attendez. On touche cette dame, elle est à 7 centimètres de dilatation. Non, bon, madame, je ne vous opère plus. Je voulais vous opérer parce que vous n'étiez pas en travail. Là, vous êtes en travail, vous sortez du bloc. Et, et elle a accouché par voie basse. Une autre, pareil, elle entre, je pense, elle est entrée, je ne sais plus trop pourquoi, mais toujours sur la table du bloc. Elle est entrée parce qu'on disait que l'enfant ne passait pas, l'enfant n'était pas engagé. Donc, on m'a dit qu'il y a une disproportion céphalopelvienne. Elle était à dilatation complète, mais l'enfant était encore haut. Elle arrive sur la table du bloc. Pendant qu'elle y est, elle me dit que c'est comme si elle avait chier. Je dis, de me perdre du temps, je la réévalue. Lui, la tête était vaginale. Madame poussait votre bébé, elle a poussé son bébé, elle a accouché par voie basse. Donc, vraiment, il faut que j'aimerais que pour vous, en tant que sage-femme, ce soit un réflexe. Là, déjà, ce qu'on essaie de faire ici chez nous, j'ai mis un Doppler au bloc. Toutes les dames, avant d'être incisées au bloc, on reprend les bruits du cœur fœtal. Absolument.
Et ça nous a permis d'éviter des césariennes inutiles. On m'a appelé dernièrement parce qu'on me dit qu'il y avait une procédance du cordon. On me dit que le cordon est battant. Dès qu'on est arrivé sur la table du bloc, le réflexe était de dire, reprenez les bruits du cœur du fœtus sur cette dame. On cherche des bruits, il n'y en a pas. Il n'y a pas de BDC. Je suis allé dans mon bureau prendre l'appareil d'échographie, je suis venu, l'enfant ne vivait plus. On aurait opéré cette dame pour rien. Du coup, j'ai dit, bon, madame, je ne vous opère plus. Moi, je voulais vous opérer parce qu'on voulait sauver votre enfant avant qu'il ne meure. Mais là, décidément, on n'a pas pu y arriver. Il ne vit plus. Il va sortir par voie basse. Donc, vraiment, il faut toujours penser à faire un bilan obstétrical à la femme. OK? Parce que souvent, on vous dit, bon, docteur, échec d'induction, cette dame, elle est dilatée à 2 centimètres depuis hier. Vous indiquez la césarienne. Ça prend 4 heures de temps pour qu'on prépare la césarienne. On arrive au bloc en 4 heures. Personne n'a pris la peine de réévaluer cette dame. Sinon, vous arrivez, vous commencez à réévaluer cette dame. Aminatou, il faut arrêter de décider les choses sur notre écran. Sinon, vous arrivez au bloc, ça prend 4 heures de temps. Ça vous prend 4 heures de temps ah, pardon. Sinon, vous arrivez au bloc, ça vous prend 4 heures de temps de... euh, ça vous a pris 4 heures de temps pour préparer cette dame. Vous la réévaluez simplement pour voir est-ce que ça a marché, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça a changé. Donc, l'avancement du travail doit être fait à travers un toucher vaginal rapide, car il y a des possibilités d'évolution entre la décision d'opérer et le passage dans le bloc opératoire, s'il s'agissait par exemple d'un problème en fin de dilatation. Vous pouvez, si vous êtes poussé dans mon bloc parce qu'on voulait l'opérer, parce que le rythme cardiaque n'était pas bien, ça vous a pris 1h30 pour préparer votre code rouge, comme ça arrive souvent ici chez nous. Mais au bloc, réécoutez les bruits du cœur. Parfois, vous vous rendez compte que le mec, il a simplement disparu. Il n'y a plus de bruit du cœur. Vous n'opérez plus cette dame inutilement. L'état du fœtus, sa surveillance n'ayant pas toujours été continue pendant le transfert, il est donc indispensable, avant de préparer les champs opératoires, d'écouter et d'enregistrer le rythme cardiaque fœtal. Et ça, c'est à l'opérateur ou à son aide ou encore à la sage-femme de le faire. C'est vous qui le faites. On le fait pendant un délai court. La patiente doit être placée avec le butus latéral gauche et oxygénée au masque. Enfin, il convient de s'assurer que l'enfant peut être recueilli et réanimé éventuellement par une personne exclusivement désignée et disponible. La plupart du temps, chez nous, c'est la sage-femme qui va faire cela. Il y a eu des cas où on a dû appeler un néonat de nous envoyer quelqu'un pour venir améliorer et renforcer l'équipe pour l'AREA. Donc, voilà, donc pour cela, vous pouvez avoir recours au pédiatre néonatologue si vous en avez ici. Si vous n'en avez pas, vous appelez le responsable de la néonate qui est souvent très bien outillé pour la réa. Vous pouvez dire à la NES s'il a une aide de donner un coup de main pour la réanimation. Donc, c'est très important, surtout quand on pense qu'il y a un cas de souffrance fœtale, lorsque c'est un cas de prématuré, lorsqu'il y a des retards de croissance. Euh, même, au fait, dans le cas de macrosome, par exemple, il faille qu'il y ait quand même une équipe avec des personnes entraînées au bloc pour le faire. Malheureusement, chez nous, on avait de temps en temps des césariennes où tu as la sage-femme qui est de garde avec l'aide-soignante. Elle reste en maternité, elle ne fait rien, elle envoie l'aide-soignante au bloc prendre le bébé. Mais bon, ça, heureusement, au jour d'aujourd'hui, on a corrigé. Quand je fais la césarienne, ça doit être la personne la plus qualifiée de l'équipe. Donc, la plupart du temps, c'est la sage-femme qui doit être au bloc pour prendre le bébé. Alors, concernant l'anesthésie, il y a plusieurs types. La qualité et le choix de l'anesthésie dépend de la collaboration entre l'obstétricien et l'anesthésiste. On en discute toujours. Vraiment, pour ceux qui nous connaissent avec nos équipes, nos anesthésistes ici, avant d'aller sur vos blogs, bon doc, est-ce que vous pensez qu'on peut aller en AG? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller en Rachi? Est-ce que, vous voyez, parfois, quand j'arrive, j'ai dit, bon, écoutez, allons-y en AG parce que cet enfant, il va pas bien, il faut qu'on perde de temps pour faire l'arraché. Souvent, je dis, bon, non, moi, je peux piquer l'arraché en une minute, ça peut m'aller. Et on peut se lancer comme ça. Donc, nous avons vu que le risque majeur de la césarienne est anesthésie. La plupart du temps, il faut le savoir. La césarienne en elle-même n'a pas de problème. C'est l'anesthésie, hein. Quand on fait l'anesthésie, on fait un rachis anesthésie qui est banal tous les jours, sauf que la personne peut faire un bloc. Donc, on peut l'arracher, l'arraché peut remonter après, ça atteint le diaphragme, ça va paralyser le diaphragme. Quand on met l'arraché anesthésie, on le met pour paralyser à partir de la 10e vertèbre lombaire, donc du nombril en descendant. Mais chez certains patients, ça peut remonter quasiment jusqu'à D5, à la 5e vertèbre lombaire, et atteindre à ce moment le diaphragme, mais ça va le paralyser également.
Et si l'anesthésiste n'est pas préparé à la réanimation et à l'intubation tout de suite, vous perdez la patiente. C'est ça qu'il faut surtout comprendre. On met l'anesthésie générale, il met des doses très élevées parce qu'il veut se débarrasser, je ne sais pas trop de quoi. Ça passe tout de suite dans la barrière placentaire. Vous avez en face de vous un utérus bicicatriciel ou tricicatriciel avec plein d'adhérences dans le ventre. Vous avez du mal à entrer pour aller enlever l'enfant après. Ça, c'est désagréable. Ok, donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Moi, j'ai mon chef en France, je lui ai dit encore récemment, ben, écoute, tu es vraiment un chef. Parce que le mec, il me disait au cours d'une de ses gardes, il était avec un collègue à nous, ils ont eu une rupture utérine. C'était une femme qui était enceinte de jumeaux. Elle était à 33 semaines, 5 jours. Elle avait un utérus bicicatriciel. Elle est entrée en travail, elle a rompu son utérus. Et le mec, il a opéré en anesthésie générale. Il a sorti les deux bébés qui vont bien. Il a sauvé l'utérus de cette dame qui va bien. Ah ben voilà, ça mérite le respect. On dit, bon, vraiment, chapeau. En anesthésie générale, faire des jumeaux comme ça et tout, ben non, il faut être brillant, quoi. Et comme on a dit, de manière naturelle, l'anesthésie devrait, il y a une conversation pré-anesthésique où on a le temps de discuter avec la patiente des différentes modalités liées à l'anesthésie qui seront utilisées. Donc, on a dit on a déjà vu, on a l'anesthésie générale, on a le cours régional, l'anesthésie péridurale, si elle est généralement en place, si la patiente est en travail avec sa péridurale, on complète simplement à l'intérieur de la péridurale et on continue avec. Donc, on n'a pas besoin de refaire d'autres anesthésies. Après, si la patiente est sous péridurale, et nous, on a déjà eu ça ici une fois, on a une dame chez qui on a fait une péridurale, et entre-temps, il y a eu une nécessité de faire une césarienne, on a simplement complété dans sa péridurale pour faire sa césarienne tranquillement. On note que le danger pour la mère lors de l'anesthésie générale est surtout le risque d'inhalation du contenu gastrique. Dans l'anesthésie générale, on va intuber, elle peut être au contrôle, elle peut facilement inhaler. Le contenu gastrique, c'est l'acide. Donc, si elle prend le contenu gastrique qui est l'acide, elle le fait passer dans les voies respiratoires, ça va créer des gros problèmes, ça crée tout un syndrome. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle quand on veut généralement faire une anesthésie générale, la patiente doit vraiment être à jeun. OK? On va peut-être l'aider à prendre des produits antiacides tous les 3 heures. On va faire une vidange gastrique, pré-anesthésie. Et chez la plupart du temps, on va l'intuber pour mieux contrôler. Parce que quand on va intuber, on peut quand même aspirer le contenu gastrique et tout le reste. Donc, vous comprenez que souvent, il y a ceux qui sont devenus tellement automatiques chez nous. On vient même quand on fait une rachat anesthésie à la dame, tu ne manges plus et tout, alors qu'elle ne sera pas intubée. Il n'y aura pas de risque qu'elle absorbe beaucoup les trucs au moins. Maintenant, c'est juste peut-être parce que nous, on veut que les intestins soient plus relâchés pour travailler plus aisément. Dans le post-opératoire, on fera essentiellement une surveillance chirurgicale. Avant de quitter le bloc, le chirurgien doit toujours contrôler que le globe utérin de sécurité il est présent. Nous, c'est ce qu'on fait. Sinon, vous avez une atonie utérine derrière. On a eu un patient une fois qui a eu une atonie utérine. Quand on est sorti du bloc, le groupe était là. Juste après nous, il y a eu la tenue utérine. La dame a commencé à saigner. L'équipe du bloc a fait ce que vous ne devez jamais faire. Ils ont dit que bon, la dame, c'est un petit saignement. Ils ont fait un packing vaginal. Ils ont mis les tampons, ils ont mis les compresses dans le vagin de la femme. Ils ont envoyé la dame, ils n'ont dit à personne. C'est après, quand la dame dit que euh, elle sent mal, on s'en va regarder, on se rend compte qu'il y a un paquet. Et non, les appuis disent que non, voilà, la dame saignait. Elle faisait une hémorragie pose partout par atelier utérine à la fin du blanc. Le packing vaginal n'a pas aidé, parce que la pose, c'est ça, 15 minutes après, la dame, elle devenait blanche, elle était mal en point et tout le reste, on a dû la transfuser. Alors qu'ils auraient pu interpeller l'équipe du bloc, systématiquement là, ils auraient pu nous interpeller pour dire, bon, cette dame est en train de saigner, qu'on aurait dit, bon, on pense sur une atonie utérine, on aurait mis des utérotoniques et revérifier certains paramètres. Ça n'a pas été fait. Il faut toujours penser à retirer les caillots sur le plan vaginal. Ce n'est pas systématique, mais on le fait de temps en temps pour être sûr que le sang qui va couler après vraiment vient de l'utérus. Si vous laissez les caillots qui étaient dans le vagin, vous pouvez avoir du mal à différencier les mots du postpartum d'une simple expulsion des caillots qui sont restés dans le vagin. Et si chez nous, nous on le fait. On va vérifier la présence d'urine dans le sac hein, et même son aspect non hémorragique. C'est un élément qui montre souvent qu'il n'y a pas eu de lésion vésicale. Pour ceux qui ont souvent assisté au bloc avec moi, parfois tu opères, quand tu penses que tu es passé trop près de la vessie, tu dis comment sont les urines? On dit non, les urines sont claires. Tu dis ah ben ok, voilà, on continue. Si on voit que les urines sont devenues hémorragiques,
ça vous alerte quand même et vous dites, bon, tiens, il y a un truc qui va pas bien et vous pouvez quand même prendre la peine de regarder, quoi. En post-opératoire, naturellement, il y a un protocole post-opératoire. Nous, on en utilise dans notre service tout un protocole post-opératoire qui va consister à administrer des antalgiques, des antibiotiques. Quelquefois, on peut utiliser des anticoagulants. Quelquefois, on peut utiliser des anticoagulants. Euh, excusez-moi. Quelquefois, on peut utiliser des anticoagulants et même faire pour faire la prévention de la maladie thromboembolique. Ça peut être le levée précoce. Nous, on va prendre très peu d'anticoagulants, sauf en cas de vraiment d'indication, des facteurs de risque de maladie thromboembolique. Nous, on utilise le score de la SFAR. La SFAR, c'est la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous, on va prendre le score. S'il est élevé, on va mettre des anticoagulants chez la patiente. Sinon, on va préférer faire le levé précoce, peut-être quelquefois les bas de contention. Si la patiente a beaucoup saigné, on peut faire des transfusions sanguines. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais ça peut être le cas. Il faut penser à remplir la patiente, à faire une surveillance post-opératoire, au moins la conscience de la patiente, c'est très important. Vous entrez, madame, ça va? Elle ne vous répond pas, vous vous rendez compte que, ah, mais cette dame, elle, elle n'est pas bien. OK? Sinon, vous faites souvent que vous entrez ensemble, vous prenez la sonde urinaire, vous prenez le sac, la couche urine, vous regardez, vous prenez la tension, même ça, et la personne est dans le coma, vous ne savez même pas. Madame, ça va? Si elle ne répond pas, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, il faut suivre la conscience, suivre les saignements. Quand les patients sortent du bloc, vraiment, mettez-leur les garnitures, mettez-leur des serviettes hygiéniques. Parce que les gens sortent, souvent on met les couches, ça va, elle peut saigner tout son sang dans la couche, vous ne serez jamais au courant. Mettez les serviettes hygiéniques, ça vous permet, parce qu'on peut quantifier le sang avec les serviettes hygiéniques, on peut les peser et tout le reste, on a assez d'informations avec ça. Il faut toujours, dans la préparation préopératoire, on va expliquer à la patiente pour obtenir le consentement qu'il y a des complications qui peuvent arriver. Les complications peuvent concerner la mère. Il s'agit essentiellement des complications péropératoires. Ça peut être un saignement, ça peut être la toux utérine, ça peut être les lésions des vaisseaux, ça peut être oui, une lésion d'organes. Vous pouvez avoir des complications anesthésiques. Ça peut créer un bloc complet. Ça peut être de l'inhalation. Lorsqu'on fait l'intubation à la patiente, on peut casser la dent. Ça peut arriver. C'est une complication anesthésique. On peut avoir des hémorragies préopératoires. On peut avoir des déchirures du segment inférieur. C'est arrivé et c'est d'ailleurs fréquent. On peut avoir des plaies vésicales. On peut avoir des lésions intestinales et tout le reste à côté. Dans ce tableau, nous, on a listé un peu les types de complications qui peuvent arriver généralement dans le post-op, là, on est vraiment dans le post-opératoire. La plupart du temps, c'est l'endométrite. La complication la plus fréquente du post-opératoire, c'est l'endométrite qui représente quasiment 6,6%. Souvent, c'est l'infection urinaire. C'est la raison pour laquelle on va enlever la sonde urinaire maximum dans les 24 heures qui suivent, sauf s'il y a une indication. S'il y a une indication, parce qu'on pense qu'il y avait un travail obstructif, parce qu'on pense qu'il y a une lésion vésicale, on peut garder la sonde plus longtemps. Mais sinon, s'il n'y a pas d'indication, on enlève la sonde dans les 24 heures qui suivent. Il y a des patients qui auront des abcès de la paroi ou des complications, des lésions de la paroi, c'est fréquent également. On peut avoir des péritonites qui arrivent, on peut avoir parfois une deuxième intervention. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore eu de cas de reprise. Donc bon, on a eu peut-être 2 cas, mais sur les césariennes, on n'a eu aucun cas de reprise. Mais par contre, sur des cas de la parotomie, pour autre chose, stéréotomie, myomectomie, on a eu à faire, je crois, 1 ou 2 reprises déjà. Mais parce que justement, il y avait parfois un abcès de la paroi, il y avait une blessure infectée, on a dû reprendre pas la chirurgie, mais surtout la plaie. Donc, à cause de la stase, le fait que les patients soient alités pendant longtemps, ça peut être responsable des infections pulmonaires, ça peut être l'ileus paralytique, ça c'est plutôt fréquent. Les femmes qui, après l'intervention, vont retarder, le transit va retarder chez elles. Quelquefois, on peut les aider à partir du deuxième jour, quand la patiente vous dit qu'elle n'a pas fait de gaz, vous vérifiez est-ce qu'il y a le transit. Ça se fait juste en auscultant les bruits abdominaux. À ce moment, vous pouvez par exemple mettre des accélérateurs du transit, comme le Dufalac, comme le Debrida, ça peut aider.
Donc, en gros, voilà, on peut également avoir des réinterventions pour hémorragie intra-abdominale. C'est pas si rare que ça. Nous, on n'en a pas encore eu dans notre pratique. On peut avoir d'autres complications comme des plaies vésicales. J'en ai déjà eu 2 cas de plaies vésicales. Oui, moi, j'en ai eu. Voilà. En gros, voilà, pour ce qui est des césariennes, ça met un terme à notre cours. On va voir s'il y a des questions. Je vais vous aider à réactiver vos micros. Tac, on va faire ça. Voilà, les micros ont été réactivés. Donc, on commence par un appel rapide. Vraiment, une personne parle après l'autre. Jour, il donne son nom parce que la plateforme va enregistrer. OK, Mariamo, OK. Mariam Amem de Rose, On n'a pas suivi. Mariam Amem Yanzu shiga wa musa fana za ka telefoni. S'il vous plaît, quand les gens veulent parler, parlez juste pour. Si vous voulez bavarder, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Là, on est en train de faire l'appel, vous allez embrouiller, ça va pas enregistrer comme il faut.